En juin 1941, Adolf Hitler prit une décision qui dérouta à la fois l'ennemi et ses propres officiers et qui risqua de changer à jamais le cours de la guerre. Il ordonna à ses généraux d'envahir l'Union soviétique, l'un des alliés les plus précieux de l'Allemagne depuis 1939. Cela a non seulement ouvert un nouveau front de bataille inutile, mais a également présenté plusieurs défis aux armées allemandes. Le froid implacable, le nombre immense de troupes de l'armée rouge et le courage du peuple soviétique, qui a immédiatement pris les armes contre les envahisseurs, ont été quelques-uns des facteurs qui ont rendu difficile l'invasion allemande de la Russie et ont finalement conduit à son effondrement. Qu'est-ce qui a rendu Hitler si sûr de sa victoire en Russie? Comment c'était de se battre pendant le froid hiver sibérien? Et quel sort brutal les soldats allemands ont-ils connu au plus profond du territoire ennemi? Une chose est claire, le front de l'Est a été le théâtre de certaines des batailles les plus sanglantes et les plus cruelles de la Seconde Guerre mondiale. Opération Barbarossa, arrogance d'Hitler ou génie militaire? 2 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, les puissantes armées d'Adolf Hitler semblèrent imparables. L'Allemagne contrôlait désormais la Pologne, le Danemark, la Norvège, la France, la Yougoslavie et certaines parties de l'Afrique du Nord. L'Italie avait rejoint l'Axe en 1940 et l'ensemble de la population britannique était terrifiée par les bombardements incessants de la Luftwaffe. En outre, le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signèrent un pacte de non-agression connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop. L'accord prévoyait une interdiction de s'attaquer pendant 10 ans. Moins de 2 ans plus tard, Hitler était prêt à rompre le pacte et à envoyer ses troupes se livrer à l'un des massacres les plus insensés et les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. L'invasion aérienne réussie de la Crète a convaincu les Allemands qu'ils pouvaient continuer leur expansion vers l'Est, car leurs frontières occidentales étaient protégées par les États alliés que sont l'Espagne, le Portugal et l'Italie, et les Britanniques étaient incapables de lancer une contre-offensive réussie à ce moment-là. C'était avant l'attaque de Pearl Harbor, et les États-Unis suivaient avec intérêt les événements européens, mais sans le désir ni la nécessité d'y participer. L'opération Barbarossa fut lancée au début du 22 juin 1941, quelques semaines seulement après l'invasion de la Crète, et fut le plus grand affrontement armé que le monde ait connu. L'Allemagne avait rassemblé plus de 3 millions d'hommes, un nombre colossal qu'elle pensait suffisant pour soumettre la population soviétique et donner à Hitler le contrôle d'une grande partie de l'Europe et d'une grande partie de l'Asie. Il s'agissait d'un plan ambitieux qui, selon les documents récupérés après la guerre, était prévu par Hitler dès le début. Cependant, il avait été décidé que l'invasion de la Russie n'aurait lieu qu'après la défaite de la France et de la Grande-Bretagne. Et bien que les Allemands aient complètement vaincu la France en seulement 6 semaines, les Britanniques se battaient toujours. Les historiens ont longuement débattu au cours des dernières décennies sur les raisons pour lesquelles l'Allemagne a lancé une attaque aussi insensée à ce moment précis. Après tout, nous savons désormais qu'ils ont largement sous-estimé les défis du front de l'Est. On estime que sur les 70 à 85 millions de morts dus à la Seconde Guerre mondiale, 40 millions se sont produites sur le front de l'Est. Mais bien sûr, au printemps 1941, personne n'aurait pu prédire un tel nombre de morts. En fait, Hitler avait 2 raisons très importantes et impérieuses d'accélérer l'attaque contre ses anciens alliés. La première raison était l'impulsion. L'Allemagne semblait invincible, ce qui, combiné à la machine de propagande impeccable dirigée par Joseph Goebbels, eut un effet vertigineux sur le moral des troupes. La plupart des soldats allemands pensaient que la fin de la guerre était proche et qu'ils retourneraient victorieux dans leur ville natale, au grand éloge de leurs épouses et du reste de la population. L'Allemagne a remporté bataille après bataille et capturé des positions stratégiques clés, comme la Crète en mer Méditerranée et le Danemark en mer du Nord. D'un autre côté, l'armée rouge avait subi une série de défaites qui la rendaient inutile en tant qu'alliée et vulnérable à une attaque visant son cœur. En fait, l'armée soviétique venait de perdre près de 400 000 hommes en Finlande, pendant plus de 105 longues journées entre 1939 et 1940, au cours de ce qui fut plus tard connu sous le nom de guerre d'hiver. Les Finlandais ont résisté aux Soviétiques beaucoup plus longtemps que prévu initialement et, même s'ils ont finalement été submergés par la force colossale de l'armée rouge, ce fut une grande victoire morale pour la Finlande. Après cette lamentable campagne,
l'Allemagne a décidé que l'Union soviétique était à son point le plus faible. Deuxièmement, Hitler, passionné d'histoire et ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale, était bien conscient des rudes conditions hivernales en Russie. S'il agissait rapidement, comme il l'a fait en France, il calculait que Leningrad et Stalingrad tomberaient dans les premières semaines de la campagne et que Staline serait contraint de signer un traité de paix avant la fin de l'été. Les récentes campagnes réussies dans la péninsule balkanique et en Scandinavie signifiaient qu'une partie importante de la main-d'œuvre, des armes et des véhicules allemands se trouvait désormais relativement près de la frontière soviétique, facilitant ainsi la logistique de l'opération Barbarossa. Tout cela a convaincu Hitler qu'il était temps d'agir. Sinon, il faudrait attendre une année complète et il serait alors peut-être trop tard. Le problème était que l'Union soviétique était plus de 10 fois plus grande que la France et les Pays-Bas, et que l'Allemagne n'était que légèrement plus nombreuse que l'année précédente, lorsque Hitler avait attaqué à l'ouest. De plus, il ne disposait pas de forces blindées substantielles, les unités d'élite allemandes qui avaient été le fer de lance de la victoire en France. Comme en France, la majorité des troupes allemandes avancerait vers la Russie à pied et à cheval. La différence était que le front d'attaque de l'opération Barbarossa mesurait environ 1200 milles de long. L'objectif de l'opération Barbarossa n'était rien de moins que l'anéantissement complet de l'armée rouge. C'était une tâche difficile, même pour une armée pleine de confiance et de récentes victoires. L'invasion devait également être menée avec une violence brutale. Selon Adolf Hitler, la campagne de l'Est était plus qu'une simple bataille d'armes. C'était un combat entre deux visions du monde. L'état-major de la Wehrmacht, l'armée allemande, avait déjà élaboré un plan pour s'emparer des terres agricoles de l'Ukraine. Cela signifierait laisser entre 20 et 30 millions de citoyens soviétiques mourir de faim. Mais l'Allemagne nazie considérait cela comme une guerre de survie, et cela était donc considéré comme tristement acceptable. Les dirigeants et l'intelligentsia soviétique devaient également être exterminés. Hitler a dit à ses généraux qu'ils avaient 3 mois pour remporter cette victoire, après quoi ils retourneraient à l'Ouest et traiteraient une fois pour toutes avec la Grande-Bretagne. Mais les choses sur le front de l'Est étaient loin d'être aussi simples. Politique de la terre brûlée, l'avancée douloureuse de l'Allemagne en territoire ennemi, une force écrasante le long de ce qui était initialement un front de 500 milles a arraché de grandes parties du territoire soviétique au cours de la première quinzaine de batailles, alors que les armées allemandes avançaient, tandis que, dans les airs, la Luftwaffe frappait les forces aériennes de l'armée rouge. Les États baltes furent rapidement envahis au nord, tandis qu'au centre, une grande partie de l'ancienne Pologne fut rasée. Une fois de plus, les armées allemandes semblaient inarrêtables. Staline fut surpris et ne réagit pas dans un premier temps. Mais après avoir soigneusement évalué la situation, il commença à planifier la résistance. Le 30 juin, il forme un cabinet de guerre, le commissariat du peuple à la défense, et le lendemain, il s'adresse au peuple, faisant appel à son patriotisme. Dans le même temps, les services de sécurité ont été réunis sous le commissariat du peuple à l'intérieur et ont reçu l'ordre d'intensifier encore la répression contre le défaitisme et les déserteurs, et de veiller à ce que la lutte pour la survie ne se relâche pas. Le 19 juillet, Hitler ordonna que Leningrad au nord et l'Ukraine au sud soient les priorités et que ces 2 seuls groupes de panzers, avançant actuellement vers Moscou, soient envoyés pour aider à ces efforts une fois à Smolensk, à 360 miles au sud-ouest. De la capitale a été écrasée. La capitale soviétique serait laissée à la Luftwaffe, même si son chef, Hermann Göring, avait prévenu qu'il n'y avait pas assez de bombardiers disponibles pour faire le travail. Pendant ce temps, Staline ordonna d'appeler 5 millions d'hommes supplémentaires dans l'armée rouge. Les soviétiques avaient été horriblement vaincus au début de Barbarossa, mais ils n'avaient pas été complètement vaincus. L'avancée allemande dépendait de plus en plus du réseau ferroviaire, mais l'Union soviétique opérait selon un gabarit différent. Cela signifiait que les Allemands ne pouvaient pas utiliser les voies ferrées existantes et devaient méticuleusement modifier les voies à mesure qu'ils se déplaçaient vers l'Est. En outre, Staline avait ordonné une politique de la terre brûlée alors que l'armée rouge se retirait sur le territoire soviétique. Toutes les usines, ponts, terres agricoles et infrastructures ont dû être détruites pour que les Allemands ne puissent plus les utiliser. Le 24 juin, Staline ordonna également la création d'un conseil d'évacuation. Sous son commandement, la majeure partie de l'industrie soviétique devait être déplacée vers l'Oural,
à 600 milles à l'est de Moscou. Début août, cette démarche était déjà en cours et s'est finalement révélée incroyablement efficace. Au fur et à mesure que l'armée allemande avançait, elle se retrouvait sans route, infrastructure ou approvisionnement pouvant être confisqués. Pour exécuter l'ordre de la terre brûlée de Staline et du conseil d'évacuation, des bataillons de destruction ont été formés dans les zones de première ligne, avec le pouvoir d'exécuter sommairement toute personne suspecte. Les bataillons de destruction ont incendié des villages, des écoles et des bâtiments publics. Dans le cadre de cette politique, l'armée rouge et la police secrète soviétique massacrèrent des milliers de prisonniers anti-soviétiques. La police secrète s'occupait des prisonniers de guerre. Ils étaient chargés de les emmener des lignes de front où ils avaient été capturés vers les camps de prisonniers de guerre au plus profond de la Russie. Mais comme la plupart des transports étaient utilisés pour l'effort de guerre, la police secrète de Staline a décidé d'économiser des ressources en faisant traverser aux prisonniers les froides steppes russes. En Ukraine et dans l'ouest de la Biélorussie, 60 000 personnes ont été contraintes d'évacuer à pied. Le décompte officiel soviétique comptait plus de 9 800 prétendument exécutés dans les prisons, 1 443 exécutés lors du processus d'évacuation, 59 morts en tentant de s'échapper, 23 morts à cause des bombes allemandes et 1057 décès dus à d'autres causes. Tous ces prisonniers n'étaient pas allemands. Beaucoup étaient des prisonniers politiques capturés avant le début de la guerre. Au total, l'Union soviétique a tué près d'1 million de nazis capturés. Sur les 90 000 prisonniers lors de la bataille de Stalingrad, la plus sanglante de toute la campagne, seuls 5 000 Allemands ont eu la chance d'être renvoyés vivants dans leur pays. La clé pour comprendre ce bain de sang réside dans le fait que les autorités soviétiques n'ont pas puni et parfois même encouragé la brutalité contre les prisonniers allemands. Ils ne commettaient pas de crimes de guerre, ni ne violaient les traités internationaux, mais rendaient simplement service à la patrie en éliminant les cochons fascistes du pays. Au fur et à mesure que la guerre progressait, l'administration politique de l'armée rouge a tenté de limiter la pratique consistant à tuer des prisonniers, car ils pouvaient constituer une source précieuse de renseignements pouvant être utilisés contre l'ennemi, mais leurs efforts ont échoué. Au combat, les hommes et les commandants de l'armée rouge n'ont pas pris la peine de capturer soldats et officiers. Il existe des cas connus de captifs étranglés et poignardés à mort avec des couteaux ou des baïonnettes. Voyant qu'elle ne pouvait pas empêcher ses soldats d'assassiner les Allemands capturés, l'armée rouge a choisi d'adopter une approche administrative, demandant aux officiers de faire au moins un inventaire des armes et des effets personnels confisqués aux nazis morts. Le siège de Leningrad, une démonstration déchirante de cruauté. Le port de Kiev, au sud de la mer Noire, a été capturé par les Allemands le 19 août. C'était une autre victoire massive, mais ce serait la dernière. Hitler acceptait désormais que l'effort principal soit concentré sur Moscou, mais cela impliquait un énorme redéploiement de forces qui prenait du temps. Les espoirs d'Hitler d'une victoire rapide ont été détruits. La bataille pour Moscou, baptisée Opération Typhon, a été lancée le 30 septembre, 3 mois et demi après le début de l'invasion. Et à ce moment-là, il avait commencé à pleuvoir. La pluie a rapidement transformé les routes accidentées en boue. Les véhicules tombaient de plus en plus en panne ou restaient bloqués. Le carburant ne pouvait plus être fourni dans les quantités requises. Les pertes augmentaient et les effectifs s'épuisaient. Les hommes de remplacement, les machines et les pièces de rechange n'ont pas pu être trouvés ou livrés en quantité nécessaire. Ce qui rendait la Wehrmacht spéciale, c'était la rapidité avec laquelle elle opérait. Mais quand ça a ralenti, ça n'a pas été très efficace. Bien que l'avancée allemande ralentisse en octobre, il n'était plus qu'à 120 milles de la capitale. Les civils reçurent l'ordre d'aider à construire une ligne de défense supplémentaire, tandis que le général Georgi Zhukov fut amené à défendre la ville avec d'énormes renforts de troupes. Dans le même temps, davantage d'industries et même d'archives d'État ont été envoyées vers l'est, dans l'Oural. Les Allemands ont continué à s'approcher de la ville, mais la pluie avait cédé la place à la neige et à une baisse spectaculaire des températures à laquelle ils n'étaient tout simplement pas préparés. Ce n'est que dans la Luftwaffe que quelqu'un a pensé à l'avance et commandé des vêtements d'hiver. L'armée n'en avait pas. Pendant ce temps, au nord, l'objectif principal de l'avancée allemande était Leningrad, aidé par les troupes finlandaises. Les Allemands prévoyaient de réduire Leningrad en poussière grâce à l'artillerie et aux bombardements.
La population civile affamée serait déportée vers l'Est, les troupes de défense détruites, puis la ville serait rasée par des charges de démolition. Il n'y aurait aucune pitié. Les Allemands attaquent Leningrad en août 1941. Au cours des 3 mois noirs, suivant de 1941, 400 000 habitants de la ville travaillèrent à la construction des fortifications de la ville, tandis que les combats se poursuivaient, tandis que 160 000 autres rejoignirent les rangs de l'armée rouge. Des bataillons d'ouvriers et même des unités d'écoliers se formèrent dans toute la ville, se réunissant pour creuser des tranchées alors qu'ils se préparaient à défendre la ville. Le 7 septembre, la 20e division motorisée allemande s'empare de la ville de Schlisselbourg, coupant toutes les routes terrestres vers Leningrad. Les Allemands coupent les voies ferrées vers Moscou et s'emparent de la voie ferrée vers Mourmansk, avec l'aide finlandaise pour inaugurer le début d'un siège qui durera plus de 2 ans. Le siège est devenu l'un des plus longs et des plus destructeurs de l'histoire, et probablement le siège le plus coûteux de l'histoire, en raison du nombre de victimes subies tout au long de sa durée. On estime que 1 500 000 personnes sont mortes à cause du siège, dans ce qui était en réalité un génocide perpétré par l'armée allemande. Lorsque Hitler fut sûr qu'il n'y avait plus de route vers et depuis la ville de Leningrad, il ordonna la destruction finale de Leningrad sans faire de prisonniers, et le 9 septembre, le groupe d'armées Nord commença l'offensive finale. En 10 jours, il s'était avancé à moins de 11 kilomètres de la ville. Cependant, la progression sur les derniers kilomètres a été très lente et les pertes se sont multipliées. Hitler, désormais impatient, ordonna que Leningrad ne soit pas attaquée, mais affamée jusqu'à ce qu'elle se soumette. Le groupe d'armées centre est resté statique et a été soumis à de nombreuses contre-attaques soviétiques, notamment l'offensive Yelnya, au cours de laquelle les Allemands ont subi leur première défaite tactique majeure depuis le début de leur invasion. Cette victoire de l'armée rouge a également stimulé considérablement le moral des Soviétiques. Ces attaques ont amené Hitler à recentrer son attention sur le groupe d'armées centre et son avance vers Moscou. Les Allemands ont ordonné aux 3e et 4e armées blindées d'abandonner le siège de Leningrad et de soutenir le groupe d'armées centre dans son attaque sur Moscou. Les troupes soviétiques, dont beaucoup avaient des amis et de la famille à Leningrad, n'étaient pas prêtes à laisser les Allemands faire ce qu'ils voulaient. Il existe d'innombrables histoires de bravoure dans la lutte contre les nazis en cette période de guerre. L'un de ces héros de l'Union soviétique était Emir Lumanov, lieutenant supérieur de Crimée dans l'armée rouge. Parce qu'il parlait allemand, il fut envoyé en mission le 20 juillet 1941, où il se déguisa dans un uniforme militaire nazi, se faisant passer pour un officier nazi inspectant une unité. Tous les membres de l'unité ont mis leurs armes de côté pour présenter leurs papiers d'identité à Lumanov, pour que celui-ci prenne ensuite toute la compagnie comme prisonnier de guerre. Comme sa mission était d'entraver l'avancée de l'armée allemande et qu'aucun officier supérieur ne pouvait lui fournir des informations précieuses, il a choisi de faire exécuter les prisonniers par une escouade de soldats soviétiques en les tirant contre un mur de briques. Peu de temps après, les Allemands assiègent Leningrad et Lumanov est nommé chef d'un bataillon qui participe à l'offensive d'Elnya. Les combats pour Yelnya en août 1941 furent extrêmement intenses. Le 11 août, il reçut l'ordre de diriger son bataillon pour avancer plus loin dans Yelnya et chasser les forces nazies des pentes ouest de la région. En une seule journée de bataille, son bataillon tua 200 nazis. Après avoir reçu l'ordre d'avancer plus à l'est, ils capturèrent 2 chars nazis et 4 canons anti-chars. Le 31 août, son bataillon était à court de munitions et de nourriture, mais il continua de les mener au combat, dans lequel ils affrontèrent des forces numériquement supérieures. En 4 jours, ils réussirent à briser le siège, mais Lumanov mourut dans le feu de la bataille, le 5 septembre 1941. Il avait ainsi coûté la vie à plusieurs Allemands. La souffrance de ceux qui se trouvaient à Leningrad est difficile à comprendre. Plus d'1 million de personnes avaient péri au début du printemps 1942. En juillet, plus d'1 million de tonnes de fournitures avaient été expédiées vers la ville à travers le lac Ladoga récemment fondu, tandis que plus d'1 demi-million de civils avaient été évacués et que 310 000 soldats avaient été amenés, ainsi qu'un grand nombre de soldats. Nombre d'armes et de munitions. Dans un acte de défi frappant, ce sont ces armes, ainsi que celles de la flotte soviétique de la Baltique,
qui ont réussi à faire taire l'artillerie allemande début août pour permettre la tenue d'un concert à Leningrad. Cette réalisation impressionnante était la première représentation dans la ville de la 7e symphonie nouvellement composée de Dimitri Chostakovitch, du nom de la ville de Leningrad. Pour tous ceux qui ont osé venir entendre cet incroyable concert, la Philharmonie de Leningrad a joué en parfaite harmonie avec les armes russes. Miraculeusement, aucune bombe allemande n'est tombée à proximité. L'événement, diffusé dans le monde entier, fut une victoire de propagande éclatante qui toucha une corde sensible pour le patriotisme soviétique. Cependant, le siège de Leningrad se poursuivrait encore pendant 1 an. Au total, le siège allemand de Leningrad a duré 2 ans, 4 mois et 3 semaines. L'armée allemande a subi près de 600 000 pertes, tandis que l'armée rouge a fait état de 3 millions de victimes, dont un demi-million sont morts au combat. Les pertes en vie civile se sont élevées à plus d'1 million, dont beaucoup ont été massacrés lors des procédures d'évacuation. Durant ces 2 années, la ville est devenue un bain de sang. En janvier 1944, les fronts de Leningrad et Volkhov avaient rassemblé un peu moins d'1 million d'hommes et près de 22 000 armes, tandis qu'au large des côtes se trouvait la flotte baltique. L'attaque de l'armée rouge commença le 14 janvier et repoussa bientôt les Allemands. Le dernier projectile allemand tombé sur Leningrad l'a fait le 23 janvier et 4 jours plus tard, à 8 heures du soir, le ciel de la ville s'illuminait d'une masse de couleurs, tandis que plus de 300 canons tiraient un salut de triomphe. Après 880 jours, le terrible siège de Leningrad prit enfin fin. Un ennemi inattendu, les femmes dans l'armée rouge. Durant la campagne, les Allemands furent profondément surpris d'apprendre que l'armée rouge avait recruté autant de femmes pour combattre aux côtés des hommes. En fait, c'était une anomalie dans n'importe quelle armée de l'époque, et même aujourd'hui. Pour certains soldats et officiers allemands, savoir qu'ils combattaient des femmes était une pensée répugnante. Mais pour d'autres, cela éveillait leurs fantasmes les plus élémentaires. L'Union soviétique était une nation pionnière en matière d'égalité des sexes. Le meilleur exemple en est peut-être la création d'un régiment de bombardement de nuit entièrement féminin, connu sous le nom de 588e régiment entre 1942 et 1943 et du 46e régiment d'aviation de bombardement de nuit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient un surnom pour ce terrifiant groupe de femmes pilotes, les sorcières de la nuit. Le régiment a vu le jour lorsque la major Marina Raskova a utilisé sa position et ses contacts personnels avec le dirigeant soviétique Joseph Staline pour obtenir l'autorisation de former des unités de combat féminines. Les combats ont facilité et ouvert la voie à une acceptation réticente des femmes dans l'armée, fondée davantage sur des raisons pratiques et de nécessité que sur l'égalité. Le 8 octobre 1941, un ordre fut émis pour déployer 3 unités aériennes féminines, dont le 588e régiment. Le régiment, formé par Raskova et dirigé par le major Yevdokia Berchanskaya, était composé principalement de femmes volontaires âgées de 18 à 20 ans. Les femmes du 588e régiment se font rapidement connaître pour leurs exploits audacieux. Une technique d'attaque des bombardiers de nuit consistait à ralentir le moteur près de la cible et à glisser vers le point de lancement de la bombe, seul le bruit du vent révélant leur présence. Les soldats allemands pensaient que les avions au ralenti qui approchaient faisaient le bruit de balais, et c'est pourquoi ils appelaient les femmes pilotes « sorcières de la nuit ». En raison du poids des bombes et de la faible altitude de vol, les femmes pilotes ne portaient de parachute qu'en 1944. Les premières missions étaient donc incroyablement risquées. Collectivement, les sorcières de la nuit ont effectué plus de 23 000 sorties et largué plus de 3 000 tonnes de bombes sur les forces ennemies. On estime que plus de 800 000 femmes soviétiques ont servi dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes soldats directement impliquées dans les combats ont acquis une renommée internationale particulière. Non seulement les sorcières de la nuit étaient admirées par la population, mais les femmes tireuses d'élite telles que Lyudmila Pavlichenko et Rosa Chanina comptent parmi les exemples les plus extraordinaires de participation féminine à la guerre. Entre 1941 et 1945, un total de 2484 tireuses d'élite soviétiques ont été déployées dans la guerre et leur bilan cumulé de morts est estimé à au moins 11 280.
Au début, lorsque l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique le 22 juin 1941, des milliers de femmes se sont présentées au bureau de l'Armée rouge pour se porter volontaires, mais la plupart d'entre elles ont été rejetées car elles n'avaient aucune expérience sur le champ de bataille et étaient considérées comme inaptes au combat. Cependant, après les lourdes pertes subies lors de l'opération Barbarossa, les attitudes ont dû changer, garantissant un plus grand rôle aux femmes désireuses de se battre. Le haut commandement de l'Armée rouge autorise le recrutement de femmes et celles-ci rejoignent en grand nombre les unités médicales et auxiliaires, mais aussi les bataillons de combat. Cependant, plus de la moitié de ces femmes travaillaient dans le service médical des forces armées soviétiques. Ils représentaient 41% des médecins de première ligne et 100% du personnel infirmier. Ceux qui se trouvaient près du front ont exercé leurs fonctions dans des conditions particulièrement difficiles et en danger de mort constant. Le personnel médical militaire était juste derrière l'infanterie en termes de nombre de victimes au combat. Pour cette raison, des milliers de femmes ont reçu le statut d'héroïne de l'Union soviétique, étant louées et aimées dans leur communauté une fois la guerre terminée. Mais pour d'autres, c'était une toute autre histoire. Environ 6 millions de femmes soviétiques sont mortes au cours de la guerre, dont environ 2,5 millions ont été impliquées dans la guerre partisane contre l'occupant nazi. La plupart du temps, les nazis ne voyaient pas les visages de leurs bourreaux. Les femmes de l'Armée rouge excellaient dans la précision des tireurs d'élite. Cela signifiait non seulement avoir une excellente visée, mais aussi rester indétectables pendant de longues périodes. Plus de 2000 femmes ont été formées comme tireuses d'élite et déployées sur certains des champs de bataille les plus dangereux, loin de leur compagnie, et doivent rester immobiles pendant des heures pour éviter d'être détectées et attendre le tir parfait. L'ancienne institutrice de maternelle Tania Baramzina a enregistré 16 victimes sur le front biélorusse avant de se parachuter derrière les lignes ennemies, où elle en avait tué 20 autres plus tôt. Lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans un abri alors qu'elle s'occupait de quelques camarades blessés, elle a défendu la position aussi longtemps qu'elle l'a pu, malgré un grand désavantage numérique. Lorsque les 3 premiers soldats allemands coururent vers l'abri, elle ouvrit le feu avec une mitrailleuse, les tuant. À mesure que d'autres attaquants approchaient, elle a ouvert le feu supplémentaire, déterminée à se battre jusqu'à son dernier souffle ou jusqu'à ce qu'elle soit à court de munitions. C'est exactement ce qui s'est passé, et le courageux soldat s'est finalement retrouvé sans plus d'armes à utiliser. Après avoir manqué de grenades à lancer sur ses agresseurs, elle s'est retrouvée impuissante lorsque 2 soldats allemands sont entrés dans l'abri par derrière et ont lancé leurs grenades, la blessant avant d'entrer. Les Allemands l'ont traînée par les cheveux avant de la torturer brutalement. Avec une cruauté sans fin, les soldats ont poignardé Baramzina et l'ont mutilée à coups de baïonnette, tandis qu'elle jurait haut et fort qu'ils paieraient pour leurs crimes. Elle a été brutalement battue à coups de crosses de fusils allemands jusqu'à ce qu'elle soit à peine en vie. C'est à ce moment-là qu'un des Allemands a l'idée de lui tirer une balle dans la tête avec un fusil anti-char, destiné à percer plusieurs centimètres d'acier. Elle a été tuée à bout portant, et sa tête et son corps étaient pratiquement méconnaissables lorsque le reste de son bataillon l'a retrouvée le lendemain matin. Bravoure partisane et résistance anti-nazie. Pour l'Union soviétique, l'invasion allemande était connue sous le nom de Grande Guerre patriotique. Faire appel au concept russe traditionnel du patriotisme avait été un stratagème efficace de Staline, mais les hommes et les femmes de l'Armée rouge ont également été contraints de continuer à se battre avec une brutalité extraordinaire. Derrière l'avancée des armées se trouvaient des troupes spéciales balayant les zones nouvellement reconquises et arrêtant toute personne soupçonnée de collaborer de quelque manière que ce soit avec les Allemands. Ces troupes s'occupaient également des déserteurs ou de ceux qui commettaient d'autres infractions. Un nouveau lieutenant fut exécuté à Stalingrad parce que plusieurs de ces hommes avaient déserté avant qu'il n'arrive à son poste. Mais si les soldats ont parfois eu besoin de beaucoup d'encouragement pour avancer, la population civile a fait preuve d'un degré étonnant d'organisation et de courage. Dès que les nazis ont envahi l'Union soviétique, les habitants de la plupart des villes et villages se sont organisés pour combattre les envahisseurs. Lorsque le haut commandement soviétique eut connaissance de ce mouvement de patriotes auto-organisés, il prit des dispositions pour les soutenir et les aider à participer à des opérations de type guérilla. Le 29 juin 1941,
Le gouvernement a donné ses premières instructions aux organes locaux de l'État et du parti pour établir des unités partisanes dans chaque district occupé par l'ennemi, afin de créer, comme le prétendait Staline, des conditions insupportables pour l'ennemi. Un grand nombre de civils et d'anciens soldats soviétiques qui avaient fui les avancées allemandes ou échappé d'une manière ou d'une autre à leurs griffes étaient devenus, au printemps 1943, des bandes de hors-la-loi ou de partisans particulièrement vicieuses et de plus en plus efficaces, parfois organisées depuis l'intérieur de l'Union soviétique par les soviétiques. Services de renseignement, mais pas toujours. Ces partisans faisaient exploser les voies ferrées et les routes, attaquaient les convois et tendaient des embuscades à toutes les troupes possibles, tout en transmettant des informations vitales. En fait, les partisans étaient devenus un quatrième service armé et rendaient encore plus difficile la tâche de ravitaillement déjà difficile des Allemands. Certains d'entre eux rejoignirent les bataillons de destruction chargés de mettre en œuvre la politique de la terre brûlée de Staline. Bien que désorganisé et inefficace au début, au printemps 1942, le mouvement partisan en Union soviétique acquit une force incroyable. Selon les historiens, 4 facteurs principaux expliquent la croissance du mouvement partisan au cours de cette période. Le premier fut l'influence de la contre-offensive réussie de l'armée rouge aux portes de Moscou. Cela a donné l'espoir aux citoyens pro-soviétiques et anti-allemands que l'ennemi, qui semblait auparavant invincible, pourrait être vaincu. Pour cette raison, se battre ne signifierait pas sacrifier leur vie pour une cause perdue. Deuxièmement, les conséquences des politiques d'occupation draconiennes, voire meurtrières, de l'Allemagne nazie, qui allait de l'acquisition abusive de nourriture et de main-d'œuvre au traitement brutal des prisonniers de guerre, et même à l'extermination de pans entiers de la population. Des millions de citoyens russes et ukrainiens ont été exposés à la cruauté des Allemands qui ont agressé leurs filles, tué leurs fils et leurs frères et jeté leurs corps dans des fosses communes. Certaines couches de la population, jusque-là prudentes, sont désormais déterminées à combattre de toutes leurs forces les occupants. Troisièmement, pendant la crise militaire actuelle, les dirigeants soviétiques ont réalisé qu'ils devaient soutenir activement les partisans, notamment en établissant une structure de commandement centralisé. Cela a conduit à la création de l'état-major central du mouvement partisan, dirigé par le chef du Parti communiste biélorusse, Panteleimon Ponomarenko. L'état-major central a assuré le leadership, la cohérence et la structure organisationnelle, ainsi qu'un important soutien logistique et de formation. Le quatrième facteur fut l'arrivée de déserteurs de l'armée rouge et de prisonniers de guerre évadés dans les rangs des partisans, donnant au détachement un renforcement indispensable en termes d'effectifs et de compétences militaires. Les femmes ont contribué en grand nombre au mouvement partisan soviétique, principalement parce qu'elles y voyaient une opportunité de se battre enfin pour leur pays, après avoir été généralement rejetées par les bureaux de recrutement de l'armée rouge. En fait, de nombreuses femmes comptaient parmi les partisans les plus célèbres et les plus héroïques, surtout très jeunes. En octobre 1941, Zoya Kosmodemianskaya, une lycéenne de Moscou âgée de 18 ans, se porte volontaire pour une unité partisane. Avec d'autres partisans, Kosmodemianskaya a marché vers le sud-ouest en direction de Naro-Fominsk, traversant la ligne de front vers le territoire occupé par l'Allemagne. Ils ont miné les routes et coupé les lignes de communication. Le 27 novembre 1941, Kosmodemianskaya fut chargée d'incendier le village de Petrichevo, où était stationné un régiment de cavalerie allemande. Avec ses collègues partisans Boris Krenov et Vassili Klubkov, elle a incendié 3 maisons du village, mais cela n'a pas suffi et elle a été surprise seule en train d'essayer d'incendier une 4e maison. Après avoir été arrêtée, Kosmodemianskaya a été déshabillée, battue, interrogée et sauvagement torturée avec 200 coups de fouet. Son corps a également été brûlé à plusieurs endroits, mais il a refusé de donner la moindre information. Le lendemain matin, elle a été emmenée au centre de la ville avec une pancarte autour du cou qui portait l'inscription « Incendiaire de la maison ». Sur la place centrale, elle a été pendue et laissée à la vue de tous. Kosmodemianskaya fut la première femme à devenir héroïne de l'Union soviétique pendant la guerre, le 16 février 1942. Bien que jeune, Kosmodemianskaya n'était pas la plus jeune femme à devenir héroïne de l'Union soviétique. Cet honneur revient à une autre courageuse résistante, Zinaïda Portnova. En 1942,
À l'âge de 16 ans, Portnova rejoint le mouvement de résistance biélorusse, devenant membre de l'organisation clandestine locale appelée les Jeunes Vengeurs. Il a commencé à distribuer des tracts de propagande soviétique dans la Biélorussie occupée par l'Allemagne, à collecter et à cacher des armes pour les soldats soviétiques et à rendre compte des mouvements des troupes allemandes. Après avoir appris à utiliser des armes et des explosifs auprès des membres plus âgés du groupe, Portnova a participé à des actions de sabotage dans une pompe à essence, une centrale électrique locale et une briqueterie. On a estimé plus tard que ces actes auraient pu tuer plus d'une centaine de soldats allemands. En 1943, Portnova était employé comme aide-cuisinier à Obol. En août, il empoisonne des aliments destinés à la garnison nazie qui y est stationnée. Immédiatement méfiante, elle a déclaré qu'elle était innocente et a mangé une partie de la nourriture devant les nazis pour prouver qu'elle n'était pas empoisonnée. Après n'être pas immédiatement tombée malade, elle a été libérée. Portnova est ensuite tombée malade, vomissant intensément, mais s'est finalement remise du poison après avoir bu une grande quantité de babeur. Après avoir échoué à retourner au travail, les Allemands ont réalisé qu'elle était la coupable et ont commencé à la rechercher. Ce n'est qu'en janvier 1944 qu'elle fut finalement capturée. Elle a été interrogée par un officier de la Gestapo dans la ville de Goriani. L'officier, convaincu qu'elle n'était qu'une jeune fille inoffensive, a baissé sa garde. Portnova a pris l'arme de l'enquêteur sur la table, puis lui a tiré dessus et l'a tuée. Lorsque 2 soldats allemands sont entrés après avoir entendu les coups de feu, il leur a tiré dessus également. Elle a ensuite tenté de s'échapper de l'enceinte et a couru dans les bois, où elle a été capturée près de la rive d'une rivière. Après avoir été repris, Portnova a été torturée. Elle a ensuite été emmenée dans la forêt et exécutée. Il n'avait pas 18 ans à l'époque. En 1958, Portnova a été reconnue à titre posthume comme héroïne de l'Union soviétique. Il y a un monument en son honneur dans la ville de Minsk, et certains détachements du mouvement des jeunes pionniers portent son nom. Cruauté indescriptible des Allemands sur le front de l'Est. Pour Hitler et les dirigeants nazis, la guerre en Union soviétique n'a jamais consisté uniquement à obtenir de la nourriture, du pétrole et de l'espace vital. Il y avait aussi un élément idéologique, une bataille pour la survie dans laquelle les soi-disant aryens allemands combattèrent les Slaves inférieurs. Pour les nazis, c'était une guerre raciale. Aujourd'hui, on estime que cela était regrettable, car cela renforçait l'unité des peuples soviétiques qui n'étaient pas tous favorables à la direction de Staline ou aux autres communautés soviétiques. Par exemple, dans les années 1930, l'Ukraine a connu une famine qui a fait des millions de personnes. De nombreux Ukrainiens ont tenu Staline directement responsable et ont même accueilli favorablement les envahisseurs nazis. Mais même si certains ont été absorbés par la Wehrmacht, beaucoup d'autres ont été confrontés à des atrocités. Des villages ont été incendiés, des gens ont été exécutés et d'autres ont été faits prisonniers. Les prisonniers de guerre soviétiques ont également été horriblement traités par rapport aux prisonniers de guerre alliés occidentaux. Ceux qui ne mouraient pas de faim ou de maladie étaient contraints au travail forcé. Ainsi commença un cycle à peine compréhensible de violence et de cruauté. Cela contribue également à expliquer pourquoi Hitler a décidé d'envahir l'Union soviétique en premier lieu. Le pacte Molotov-Ribbentrop a peut-être été stratégiquement rentable, mais il n'a rien changé au fait que les nazis méprisaient les Russes et les considéraient avec un dédain incroyable. En outre, les responsables allemands ont encouragé la violence et la brutalité contre l'opposant. S'appuyant sur une interprétation sélective du droit international, Hitler pensait que puisque l'Union soviétique n'avait pas signé les accords de Genève et de La Haye, la plupart des activités violentes qui autrement seraient considérées comme des crimes ne s'appliquaient pas aux soviétiques. On pensait même que les officiers politiques soviétiques capturés n'étaient pas des prisonniers de guerre et devaient être fusillés immédiatement. Un autre ordre, émanant directement du haut commandement allemand, précisait que si un soldat allemand commettait des crimes contre des civils ou des prisonniers, les mesures disciplinaires étaient facultatives, à la discrétion du commandant de l'unité, même si certains hauts commandants allemands refusèrent de publier ces ordres et protestèrent auprès de leurs supérieurs. De nombreux autres les exécutèrent simplement. Il ne fait aucun doute que l'idéologie nazie, omniprésente dans la Wehrmacht, a contribué à cette attitude. Comme les soldats de nombreuses armées,
qui ressentent le besoin de déshumaniser ou de diaboliser leurs adversaires pour surmonter leur réticence naturelle à tuer, de nombreux soldats de la Wehrmacht considéraient le peuple soviétique comme des sous-hommes maladroits et potentiellement traîtres. L'horreur de la guerre sur le front de l'Est a renforcé ces attitudes et elles ont naturellement abouti à des atrocités. Cette attitude officieuse de l'Allemagne a donné lieu à de nombreux cas de brutalité et de meurtre contre des prisonniers de guerre et des civils soviétiques, ce qui, à son tour, a servi à aliéner des alliés potentiels, à générer une résistance généralisée et à contribuer à l'émergence d'une résistance partisane tout aussi brutale. Bien que la politique génocidaire allemande envers les Juifs, un phénomène à l'échelle européenne, ait exacerbé les horreurs à l'Est, elle avait tendance à masquer l'incidence de la brutalité allemande liée à la population slave non juive, qu'Hitler considérait également comme sous-humaine. Bien que le nombre de victimes défie toute définition précise, près de 3 millions de Russes, de Biélorusses et d'Ukrainiens ont été réduits en esclavage et ont souvent perdu la vie ou ont subi des blessures permanentes en Allemagne. 3 millions et 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques sont morts de faim, de maladie ou de froid dans les camps de prisonniers de guerre allemands, ce qui représente environ 58% du total des soldats de l'armée rouge capturés. Les politiques officielles allemandes d'expropriation systématique de nourriture et de matières premières condamnèrent souvent à une mort lente les habitants restés dans les territoires occupés. Compte tenu de ces politiques, même les collaborateurs soviétiques ressentaient peu de loyauté envers les occupants. Par conséquent, comme nous l'avons vu, à mesure que la guerre progressait, la menace partisane a pris des proportions catastrophiques. À leur tour, d'âpres combats partisans ont accru la brutalité des deux côtés. Les 2 dernières années de la guerre allemande à l'Est ont été marquées par une brutalité croissante contre les populations soviétiques et d'Europe de l'Est. Cependant, à mesure que les crises se poursuivaient, la violence s'est étendue à tout manquement perçu au devoir de la part des membres de la Wehrmacht, entraînant l'exécution de dizaines de milliers de personnes. Finalement, une fois que la guerre atteignit la Prusse orientale, même les civils allemands furent soumis aux droits militaires et donc aussi à l'extrême violence de l'armée. La brutalisation de l'armée pendant de nombreuses années sur le front de l'Est et le caractère intransigeant du national-socialisme ne laissaient aucune place à la sentimentalité ou à la pitié. Alors que la violence dominait le front de l'Est, le coût humain de la guerre augmenta considérablement, mais cela fut toujours considéré par les nazis comme nécessaire et ne nécessitait que peu de justification au sein de l'armée. Une telle conception reflète les objectifs de guerre absolutistes du national-socialisme dans lesquels aucune liste de victimes n'était trop élevée au service de la victoire ou pour éviter la défaite. À la fin de la guerre, les hommes étaient massacrés à un rythme si terrifiant que plus de la moitié de toutes les pertes militaires à l'Est, soit plus de 3 millions de soldats, se sont produites au cours des 18 derniers mois de la guerre. Conclusion. Le nombre de victimes des deux côtés et de morts parmi les civils sur le front de l'Est est presque inimaginable. Des dizaines de millions de vies ont été perdues à cause de la haine raciale incitée par un seul homme. Mais cette haine s'est avérée être sa chute. Attaquer l'Union soviétique au printemps 1941 aurait pu sembler une bonne idée, mais cela finirait par conduire à la Seconde Guerre mondiale et Hitler serait finalement vaincu. En mai 1941, après la défaite de la France et la conquête de la majeure partie de l'Europe, les nazis n'avaient plus qu'un seul adversaire, la Grande-Bretagne. Un an plus tard, les États-Unis étaient entrés en guerre et Hitler menait une guerre sanglante sur 2 fronts, maintenant que l'Union soviétique était passée d'allié à ennemi. L'opération Barbarossa est largement considérée comme l'événement qui a changé la guerre, mais pour les personnes qui y ont participé, elle signifiait bien plus. Certains des bains de sang les plus horribles et les plus répugnants de l'histoire de l'humanité se sont produits au cours de ces mois sur le territoire soviétique.